Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine Abdel-Fadel. Histoire d'horreur à l'IVAC. Là, vous avez lu le papier d'Isabelle Haché dans la presse ce matin où on apprenait qu'une mère qui était victime d'un agresseur, d'un harceleur psychologique, qui était son conjoint, qu'elle a dû fuir, elle puis sa fille, elle se retrouve à être perçue par l'IVAC comme étant l'agresseuse plutôt que la victime, malgré les jugements qui témoignent du contraire. On en parle avec Marc Bellemare, ancien ministre libéral de la Justice. Bonjour, M. Bellemare. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. L'IVAC, là, est-ce qu'ils sont connectés sur la planète Terre ou ils habitent sur une autre galaxie? Ça fait 45 ans que je le dis qu'ils sont déconnectés pour des raisons qui varient évidemment d'un dossier à l'autre. Des fois, c'est l'admissibilité, des fois, c'est la durée de l'incapacité, des fois, c'est les périodes qui sont pas payées correctement, le salaire qui est mal établi. Mais j'ai quantité de dossiers de contestation contre IVAC. Là. Heureusement, on a le pouvoir de contester des décisions. Mais dans ce cas-ci, là, le gars là, qui est une fausse victime, puis qui a réussi à se faire passer comme une victime pour avoir des indemnités, ça, c'est un autre problème. Parce que moi, je peux contester une décision d'une victime qui vient me voir et qui me dit, écoutez, j'ai été agressé sexuellement, je suis en stress post-traumatique, je peux pas travailler. IVAC veut me couper parce qu'ils disent que je suis en pleine forme, donc je peux contester si la personne me demande de le faire pour elle. Mais je peux difficilement prendre des mesures pour empêcher quelqu'un qui n'est pas venu me voir d'être indemnisé. Alors là, c'est juste IVAC qui peut elle-même reconsidérer, revoir son dossier, puis faire en sorte que ça soit compatible avec les jugements de cour. Mais c'est ça que je comprends pas, c'est que l'IVAC, qui est une organisation qui est au centre de notre système de justice, fait fi des décisions de nos tribunaux, les seuls à pouvoir déterminer qui est coupable de qui ne l'est pas, qui est innocent de qui ne l'est pas, qui est victime de qui ne l'est pas. Mais on dirait qu'on a deux justices parallèles, celle de l'IVAC et celle des tribunaux. C'est vrai. Puis IVAC applique le principe de la preuve de probabilité, la prépondérance. Donc, il regarde le dossier, il regarde la réclamation. Tu as un rapport médical, tu as un psychologue qui dit que tu dors pas puis que tu es tout croche, tu es en dépression majeure ou en stress post-traumatique. IVAC va payer sur cette base-là. Alors, dans certains cas, par exemple, mettons que j'étais victime d'une personne qui est une invasion de domicile, OK? Quelqu'un qui est rentré chez nous, je suis traumatisé, c'est certain que je ne retravaillerai pas le lendemain, là. Puis cet individu-là est acquitté par la cour au criminel parce qu'on n'a pas pu l'identifier correctement, ou il a invoqué une question technique comme on n'a pas lu ses droits, ou il n'a pas eu droit à l'avocat. Il va être acquitté, cet individu-là, ou il va être libéré des accusations. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas coupable d'une certaine façon puis que je n'ai pas été victime d'un acte criminel. Dans ce cas-là, on comprend que le jugement de cour au criminel peut être difficilement invoqué pour empêcher la victime de collecter parce qu'il y a véritablement eu une invasion de domicile sans qu'on puisse nécessairement identifier le coupable. Ça peut arriver. Mais dans un cas comme celui que Mme Haché rapporte dans la presse de ce matin, c'est très clair que ce gars-là n'est pas une victime, c'est un agresseur. C'est pas compliqué. Il est condamné. Le juge dit qu'il n'est pas fiable, c'est un menteur, c'est un hypocrite. Puis lui, il s'en va raconter une salade à IVAC qui croit ça, qui regarde les papiers, qui fait pas d'enquête, puis qui décide de l'indemniser. Fait que c'est des fonds publics qui vont dans les poches d'une fausse victime, alors que les vraies victimes se battent pour avoir des frais de déplacement puis des frais de psychologue. Mais M. Bellemare, au-delà de ne pas faire de vérification, c'est s'obstiner à ne pas regarder les documents qui prouvent qu'ils se sont trompés, là, parce que la dame en question, elle a mis les jugements de la cour. La DPJ est venue parler en son nom puis témoigner en sa faveur puis dire que ça n'a pas d'allure. Puis, expliquez-moi, M. Bellemare, je veux comprendre. Comment ça se fait il y a un problème. Comment ça se fait qu'il peut toucher l'indemnisation pour son enfant alors qu'il n'a même pas la garde de cet enfant? En fait, qu'il a une déchéance parentale en matière d'éducation et de santé, là? C'est une aberration, vous avez raison. Et c'est un cas clair où l'IVAC doit mettre ses lunettes, lire le dossier, puis s'apercevoir qu'ils se sont trompés. On peut se tromper des fois après un certain nombre de semaines ou un certain nombre de mois, là. C'est pas toujours facile. Je comprends qu'IVAC doit indemniser des victimes. Il faut comprendre aussi que les délais de traitement, il ne faut pas qu'ils soient trop longs parce que quand tu es victime d'un abus sexuel grave ou d'une agression sexuelle grave, c'est maintenant que tu as le droit d'avoir des prestations. Alors, s'ils se mettent à enquêter sur tout le monde, ça finit plus, les victimes, les vrais, vont être privés de traitement puis d'indemnisation pendant des mois, des années. C'est pas souhaitable non plus.
Mais quand les documents de cour, les jugements sont clairs à l'effet qu'un individu n'est pas victime, mais en plus est agresseur parce qu'il est condamné au criminel, bien là, il faut qu'ils mettent leurs lunettes puis il faut qu'ils arrêtent de payer. Pendant un certain temps, ils ont pu penser que cet individu-là était véritablement une victime, mais à un moment donné, il faut qu'ils se rendent à l'évidence, il faut qu'ils revisent le dossier. La loi leur donne le pouvoir de reconsidérer leur décision s'il y a un fait nouveau, le fait nouveau étant un jugement de cour qui décrit l'individu comme un agresseur plutôt qu'une victime. Et c'est clair que ça devrait se faire, mais IVAC, là, je vous le dis, là, moi, ça fait 45 ans que je pratique le droit au service des victimes, les accidentés du travail, les victimes d'accidents d'auto, les anciens combattants, les victimes de criminels, puis je vous le dis, là, IVAC, là, c'est le prix citron de l'administration publique au Québec. C'est une honte nationale. Ça marche tout croche. Ils répondent pas aux lettres. Ils répondent pas au téléphone. Les chèques sortent pas. Les dossiers sortent pas. C'est une tour de Babel. Alors, moi, quand je lis le papier de Mme Haché, qui me dit qu'il paye une fausse victime, pour moi, ça me surprend pas parce que c'est tellement tout croche dans cette organisation-là que ce genre de situation-là est susceptible de se produire. Ben, nous, on Mais est moi, surpris. ce qui me préoccupe, c'est le sort des vraies victimes, évidemment. Quels sont les garde-fous que les autorités publiques, que le gouvernement a mis dans la gestion de ces fonds publics qui sont administrés par l'IVAC? Est-ce qu'il y a des comités de révision, des comités d'audit? Comment on vérifie que l'IVAC fait bien son boulot? La réclamation est produite au départ par la victime, OK, qui décide de remplir ce qu'on appelle une demande de qualification. C'est envoyé à IVAC. C'est un processus administratif qui est relativement simple. Normalement, IVAC exige un rapport médical qui vient confirmer les diagnostics, avec une preuve psychologique qui montre que la personne est traitée et qu'elle est véritablement porteuse d'un problème mental qui l'empêche de fonctionner. Dans certains cas, il va y avoir du remplacement de revenus. Ça ne peut pas travailler. Dans d'autres cas, ça va être simplement les frais psychologiques qui vont être payés. Mais c'est relativement simple. Il y a aussi un certain nombre de garde-fous parce que quand un psychologue qui met son nom sur le rapport et qui dit « J'ai reçu monsieur, madame en consultation depuis 3 mois à toutes les semaines, cette personne-là est véritablement porteuse d'un stress post-traumatique », ils vont l'indemniser. C'est ça un peu les garde-fous. Mais c'est certain que si quelqu'un invente un acte criminel, se rend chez le psychologue puis fabule, va voir son médecin puis fabule puis trompe tout le monde qui est susceptible de rapporter son état mental véritable et son droit aux indemnités, bien là, on a une problématique. Et je suis convaincu qu'il y en a dans le système qui réussissent à se faufiler. Je ne pense pas qu'ils soient si nombreux que ça. Mais dans le cas où on a un jugement de cour après délibération, témoignage, preuve qui vient dire que c'est pas une victime, mais c'est plutôt l'agresseur, là, vraiment, là, c'est vraiment l'extrême. Et j'imagine qu'aujourd'hui, ils vont prendre des moyens pour que ce gars-là arrête d'être payé. Ils ont les pouvoirs de le faire. Il ne faut pas que ça dure plus qu'une journée parce que ça discrédite le système. Exact. Ça discrédite un peu les victimes aussi. C'est ça qui m'agace, c'est que là, il y a des gens qui vont se dire « Ah, les victimes d'actes criminels, c'est toutes des menteurs, des menteuses. » Puis c'est pas le cas, là. Mais dans des cas comme ça, il me semble qu'ils devraient remédier à la situation pour donner de la crédibilité à ce système-là. En tout cas, il en donne un peu. Est-ce que l'IVAC a le pouvoir d'aller rechercher, se faire rembourser pour des indemnisations données à tort ou sous de faux prétextes? Tous les organismes publics d'indemnisation, le CNSST, la SAC, ont le droit, dans les cas de fraude, sans limite de temps. Dans certaines lois, il y a des délais où ils peuvent aller chercher de l'argent rétroactivement, mais c'est certain que s'il y a eu fraude, malversation, mensonge, la loi leur donne le pouvoir de récupérer les sommes et ils le font assez allègrement. Dans des cas d'accident de travail ou d'accident d'auto, par exemple, si vous avez inventé un accident, vous avez inventé la présence d'un véhicule ou que vous avez dit que c'est tel genre de véhicule que vous conduisiez alors que ce n'était pas le cas, ils peuvent aller assez loin en arrière. J'ai vu des cas où ça a été jusqu'à 22 ans en arrière. Wow, okay. C'est plus difficile pour l'organisation d'aller chercher ça, mais quelques mois ou quelques années, c'est relativement facile. Puis dans le cas, vraiment, là, dans le cas dont la presse fait état ce matin, c'est clair qu'ils pourraient mettre fin aux indemnités et réclamer à l'individu ce qu'on appelle un trop perçu ou un montant perçu sans droit. Tout à fait. La loi leur permet de le faire. J'ai hâte d'entendre le ministre de la Justice nous dire quelles sont les analyses qu'il a demandées, les vérifications, puis les actions qui vont être mises en branle pour ne pas qu'on perde confiance envers nos organismes de justice et qui gravitent autour du système de justice. C'est au cœur de notre démocratie, c'est au cœur de notre société de droit.
Maître Marc Bellemare, ancien ministre libéral de la Justice, qui vous êtes avocat aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Bonne fin de journée. C'est donc tout pour moi aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de recherche, de mise en onde, à nos invités et chroniqueurs. Je vous retrouve pour ma part très bientôt pour un autre épisode sur Cube.